Restez au cœur de l'information. Quels sont les avantages à tirer du Fonds africain de solidarité? Les opérateurs économiques togolais ont accueilli le directeur général du FSA. En séjour à Lomé, il a signé un accord avec le patronat. Le Togo ambitionne de fournir de l'eau potable et à moindre coût à la population togolaise en général. D'ici à 2025, le programme Eau potable pour tous doit être effectif. Des travaux sont en cours. Où en est-on? Nous irons faire le constat dans la Cara. Et ce dimanche, la chancelière allemande appelle à se presser et de lutter contre le changement climatique. Et pour cause, son pays vit une situation catastrophique due à l'inondation. Face aux dégâts surréalistes, Angela Merkel s'est dite choquée. Vous l'entendrez. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué du gouvernement. La fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir aura lieu le mardi 20 juillet 2021 au Togo et compte tenu de la recrudescence des cas dans le monde et au Togo, dû notamment aux nouveaux variants, le gouvernement informe la communauté musulmane que la prière de l'Aïd el-Kébir se déroulera sur toute l'étendue du territoire national aux lieux habituels et doivent regrouper un nombre réduit de fidèles en respectant les mesures barrières, lavage des mains, port systématique de masques, tapis individuels et distanciation physique de 1 mètre au moins. Cette prière de l'Aïd el-Kébir se déroulera de 9h à 9h30 minutes en fin de prière, dispension immédiate sans faire des accolades. Les dernières mesures restrictives édictées par le gouvernement restent en vigueur. Il est rappelé aux fidèles musulmans qu'après la dite prière, les prières ordinaires se poursuivront uniquement dans les mosquées autorisées à rouvrir. Les services compétents sont chargés, en lien avec les responsables religieux, de prendre toutes les dispositions pour le respect scrupuleux des différentes mesures. Le civisme et la vigilance de tous sont requis dans la lutte contre la propagation du Covid-19, particulièrement à l'occasion de la célébration de la Tabaski dans notre pays. Le gouvernement encourage toute la population à maintenir son adhésion à la campagne de vaccination en cours. Enfin, le gouvernement compte sur le civisme et l'implication de tous dans la lutte contre la propagation du Covid-19, particulièrement à l'occasion de la célébration de la Tabaski dans notre pays. Le gouvernement souhaite bonne fête de l'Aïd el-Kébir à tous. Fête à Lomé le 17 juillet 2021, le gouvernement. Les opérateurs économiques togolais ont un nouveau partenaire de taille. Le Fonds africain de solidarité et son directeur général Amadou Abdoulaye Diallo étaient à Lomé. Il a rencontré les opérateurs économiques. Il a signé même avec le Conseil national du patronat un accord. Concrètement, les entreprises membres du patronat pourront bénéficier d'instruments d'intervention du fonds comme des garanties. Les temps forts du séjour du directeur général du FSA avec Marie-Thérèse Nabédé et Honoré Modro. Autour de cette table, les responsables de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, avec leur hôte Amadou Abdoulaye Diallo. Le directeur général du Fonds de solidarité africain est venu présenter aux opérateurs économiques du Togo leurs produits et services. Le FSA se propose d'accompagner les entreprises togolaises à faire face aux conséquences de la pandémie du coronavirus. Aujourd'hui, les scientifiques ont fait beaucoup de progrès par rapport à la maladie. Il y a les vaccins, beaucoup de gens se sont vaccinés. Les mesures de distanciation aussi, les gens les respectent, le port du masque. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment de moyens d'avoir notre mobilité sans pour autant prendre le risque de dégrader notre santé. Et nous nous sommes tous engagés dorénavant à se donner la main pour qu'on puisse être au service de l'entrepreneuriat togolais, de contribuer à la création de richesses et à la création d'emplois. Parce que ce sont les deux grandes préoccupations de tout pouvoir et de tout citoyen.
S'il y a des projets environnementaux, nous les accompagnons de façon à ce que notre écosystème biologique ne se dégrade pas. Parce que quand même, c'est le socle de notre croissance économique. Grâce à la présence du FSA à leur côté, leur offre de crédit va augmenter. Par conséquent, davantage de besoins exprimés par les entreprises seront satisfaits. Cette séance de travail a été suivie d'un déjeuner offert aux opérateurs économiques par le DG du Fonds de solidarité africain. Plusieurs partenaires dont BOAD, BESIC, Ecobank, Orabank et la CCIT y ont pris part. Le Fonds de solidarité africain compte aujourd'hui 14 pays. Le directeur général a demandé à d'autres pays africains de faire leur entrée dans l'organisation. Et aussi programmer la relance. Et voilà, une séance de travail avec les opérateurs économiques suivie d'un déjeuner avant son départ de Lomé. Mieux comprendre la gestion des catastrophes, c'est l'exercice auquel les journalistes de la région des Plateaux sont soumis. L'Agence nationale de la population civile, la NPC, permet également aux professionnels des médias d'avoir des informations suffisantes afin de mieux informer la population sur les comportements adoptés avant, pendant ou après des catastrophes naturelles. Sylvain Abdou. À certaines périodes de l'année, il y a des catastrophes naturelles, notamment des inondations qui frappent de plein fouet la population. Des risques qui interpellent chaque fois l'ANPC, Agence nationale de la protection civile, pour des interventions d'urgence. Cette structure veut impliquer les journalistes dans cette lutte à travers la mise en place d'une plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes. Ceux identifiés dans les plateaux sont ici outillés sur leur rôle et responsabilité dans la réduction de ces risques. Il s'agit en fait pour chaque journaliste de pouvoir informer les populations à des changements de comportement et surtout amener ces dernières à la manière dont elles doivent s'y prendre avant, pendant et après une catastrophe. Face à ce genre de crise, quel genre de discours donner, comment le dire pour ne pas affecter davantage leur conscience parce qu'en ce moment-là, justement, il faut comprendre la situation, être avec eux et faire en sorte qu'ils puissent accepter ce que vous leur proposez comme changement de comportement. Quels sont les messages types qu'il faut envoyer à l'endroit de la population? Quels sont les faits et gestes qu'un journaliste doit adopter pendant une gestion de crise? On va les former sur tous ces éléments. Pendant la gestion d'une crise, quel message il faut envoyer à la population pour ne pas créer une crise dans crise? Il s'agit pour l'ANPC, Agence nationale de la protection civile, d'amener donc les journalistes à informer en temps réel les populations sur ces risques à travers des informations relatives à des actions préventives pour une gestion de crise liée aux catastrophes naturelles. L'Agence nationale de la protection civile, ANPC, continue donc sa tournée et tout le territoire sera couvert. Mieux comprendre la gestion des catastrophes, c'est essentiel. De l'eau potable pour tous, un objectif que s'est fixé le gouvernement, un objectif à atteindre d'ici les 5 prochaines années. Et donc, pour ce faire, des projets sont élaborés avec des partenaires, bien sûr. Il est prévu le renforcement et la construction des infrastructures de fourniture d'eau potable. Où en est-on concrètement? Une délégation est en tournée pour évaluer les travaux. Direction Kara avec Nessor Nouzou. Le barrage de la Kosa dessert les villes de Kara, Pagouda, Niamtougou et leurs environs en eau potable. Avec l'accroissement de la population, les besoins en eau ont considérablement augmenté et ont amené le gouvernement à entreprendre des travaux pour renforcer la capacité de ce barrage. C'est le projet Eau et assainissement au Togo, PIT 2, qui prend en compte ces travaux. C'est 3 grands travaux qui sont en cours. Les premiers travaux, c'est les travaux d'extension exécutés en ville. Le deuxième, c'est les travaux de réhabilitation du réseau pour optimiser le fonctionnement du réseau. Et les troisièmes travaux, c'est ça qui est en cours là, qui consiste donc à la construction des infrastructures d'eau potable. Ce projet atteint va permettre donc de multiplier la production que nous avons actuellement, qui fait 375 m3/h, porter ça au double, autour de 750 m3/h. Ces travaux-là vont permettre à ce que non seulement il y ait des pressions dans beaucoup de quartiers qui n'avaient pas encore de pression au niveau de la ville de Kara, mais également les extensions qu'on a faites sur les travaux en régie SPO permettront de pouvoir subvenir aux besoins de toutes ces populations-là. Dans le prolongement du PIT 2, le PIDU, projet d'infrastructure et de développement urbain, a prévu 75 km de réseau
pour atteindre une plus large couverture. Au-delà de ces deux projets, d'autres aussi sont en cours dans la région de la Kara, notamment dans le domaine des forages. Actuellement, nous avons le projet BID IMOA qui se déroule, qui est pratiquement à sa fin. Donc on avait pratiquement 36 forages à réaliser, c'est-à-dire équipés de pompes à motricité humaine, et 11 forages qui devaient être réalisés en instance pour, disons, les mini-additions d'eau dans les centres semi-urbains. Mis à part, disons, ce projet, nous avons le projet PASCO 2 qui vient de commencer. Dans la région de la Carré, nous avons effectivement 200 forages équipés de pompes à motricité humaine. Tous ces travaux visent à permettre aux populations d'avoir de l'eau potable à portée de main. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Nous remercions le gouvernement parce qu'avant on souffrait beaucoup. Et maintenant on est heureuse, on est bien et on trouve toujours l'eau propre et on boit. Pour nous, là que nous sommes là, on ouvre à 5h, 9h, on ferme. 14h, on ouvre. À 17h, on ferme. Et à la fin du mois, nous cotisons au moins un peu de l'argent pour qu'on pose, si c'est gâté, on peut nous arranger. Le programme d'appui aux populations vulnérables apporte aussi sa contribution en matière de fourniture d'eau dans la région de la Kara. Grâce au PAPV, des châteaux d'eau avec des réservoirs modulables ont été réalisés à Kara, Niamtougou, Defale, Kanté, Guérenkouka, Bassar et Kemerida. À présent, les échos de la cour d'appel de Lomé en assise. À la barre, le nommé Kossi Amouzou, accusé de violence volontaire et a entraîné la mort sans intention d'homicide. L'accusé a été condamné à 8 ans de réclusion. Les faits remontent au 4 novembre 2014 et c'est suite à une bagarre entre Kossi et son grand frère Rigobert. Le récit des faits et la sentence de la cour avec Yasmine Kodia. Vu les articles 15, 16, 17 et 48 de l'ancien code pénal, condamne le nommé Amouzou Kossi à la peine de 8 ans de réclusion criminelle. 8 ans de prison, c'est la peine prononcée contre Amouzou Kossi pour violence avec mort d'homme. Un verdict inacceptable pour son avocat. Nous avons vu à travers le dossier que la preuve n'est pas faite qu'il a exercé les violences. La mort de la victime, qui est son frère, est intervenue à la suite d'une bagarre qu'ils ont eue et au cours de laquelle elle a été blessée. Donc rien ne prouve à travers le dossier que mon client a eu la volonté de poignarder son frère. C'est sur ce point que je ne suis pas satisfait de la décision parce que nous sommes en matière pénale et la loi est d'interprétation stricte. Et le ministère public poursuivant doit pouvoir démontrer clairement la culpabilité de l'accusé, ce qui n'a pas été le cas. Et nous avons été surprises de voir que la Cour aussi l'a condamné parce que vraiment, sincèrement, nous sommes déçus. Tout part d'une bagarre entre Kossi et l'un de ses frères consanguins. L'objet de la dispute, un héritage laissé par leur feu père décédé à Koumapé en 1991. À en croire l'accusé, il aurait été abandonné depuis l'âge de 8 ans par sa famille. Une fratrie de plus de 40 enfants, ce qui l'a contraint à arrêter ses études en classe de 4e. Devenu frigoriste, il aurait refusé de prendre une convocation de la victime en question. Une bagarre s'ensuit. Le frère aîné, auteur de la convocation, meurt 2 jours plus tard. Un fait pour lequel Kossi est accusé. C'est un problème d'héritage qui a profondément divisé la famille. Ça a connu plusieurs péripéties. Tantôt, ils étaient au tribunal, tantôt, ils étaient à la brigade. L'accusé, depuis l'enquête préliminaire jusqu'au stade de l'information, n'a pas reconnu les faits. C'est seulement aujourd'hui qu'il a dit qu'au cours de la bagarre, il en a résulté pour son frère là une blessure et que c'est vrai qu'il a crié, mais lui ne savait pas qu'il était grièvement blessé. La peine encourue, suivant le code, c'est de 10 à 20 ans. Quand il s'agit de coups mortels, la Cour a trouvé des circonstances atténuantes. C'est pourquoi il a été condamné
à la peine de 8 ans de réclusion criminelle. Ces 8 ans de peine prononcés aujourd'hui contre Kossi ce jeudi, il en reste que 1 an. L'accusé Kossi retourne donc en prison pour purger les 12 mois restants. Dans l'assistance, les avis sont partagés. Depuis vendredi, les candidats à l'examen du baccalauréat première partie connaissent le fruit de leurs efforts durant l'année scolaire. Et parmi ces candidats, des malvoyants. Ils ont obtenu un taux de réussite de 100%, une fierté totale pour l'association chrétienne pour l'intégration et l'épanouissement des personnes handicapées visuelles. La dite association a présenté au bac 1 cette année 8 candidats en série à 4 lettres et philosophie. On fait un zoom sur ces candidats heureux dans ce reportage de Emediatou Bedravi présenté par Honoré Mondro. Comme Akosi Osoku et Kofi Nobel Dassi, ils sont 8 candidats présentés par l'association chrétienne pour l'intégration et l'épanouissement des personnes handicapées visuelles au bac première partie. Les 8 candidats sont tous admis après proclamation des résultats. Et l'homme, par exemple, s'en sort avec une mention honorable. Pendant la période d'examen, je me sentais à l'aise parce que j'ai bien appris et je savais les questions qu'on a posées sur l'épreuve. Je suis à la maison et sa marraine depuis Lomé m'a appelé pour m'apprendre que voilà, les résultats sont tombés. Tout de suite, je lui ai demandé si ma nièce, ça va pour ma nièce. Elle a confirmé que c'est positif. C'est une intense joie pour moi. Prendre en charge l'éducation et l'instruction d'un enfant, ce n'est pas chose facile. À l'endroit de nos candidats, je leur demande de cultiver beaucoup d'humilité. L'année scolaire n'a pas été sans difficulté pour ces non-voyants. Mais avec dépassement de soi et sacrifice, ils ont tiré leur épingle du jeu. La plupart d'entre eux pensent déjà à la rentrée prochaine. Je sais à fabriquer des savons, donc j'aimerais voir, pendant les vacances, je peux me lancer dans cette activité-là pour voir si je peux trouver un peu d'argent pour la rentrée prochaine. Pour la suite, les élèves en situation de handicap visuel peuvent compter sur l'association ACFV Togo. Elle va les aider à préparer le bac 2 l'année prochaine. Cette année, nous avons eu la chance de présenter 8 élèves au probatoire dans différents centres d'examen. Nous avons eu la chance que tous réussissent à cet examen. Dans la région maritime, parmi les 8 candidats présentés par l'association ACFV Togo, on compte 3 filles et 5 garçons, tous inscrits dans l'enseignement général. La Lonato met en branle sa responsabilité sociale. Nous sommes à Diva. Elle a apporté sa contribution aux enjeux du développement durable à travers la construction d'infrastructures scolaires. La Lonato soutient l'État en matière d'éducation à la base. Silver Abdou. À travers la politique du gouvernement en matière de promotion de l'éducation à la base, il faut des infrastructures socio-éducatives appropriées pour améliorer la qualité de l'éducation des élèves. Des infrastructures pour non seulement mettre à l'aise les apprenants, mais aussi contribuer à leur épanouissement à travers un enseignement de qualité. C'est le cas de ce bâtiment de 4 salles de classe implanté ici à Adiva dans l'Amou, une localité qui cette année a ouvert son collège grâce à ce bâtiment scolaire. Par le passé, ils se déplaçaient sur de longues distances. Des fois c'est sous le soleil, des fois c'est dans la pluie. Ils se déplaçaient pour aller, si ce n'est pas à Yakopé, c'est à Koutoupa. Aujourd'hui qu'ils ont le bâtiment à leur portée, nous ne pouvons que dire merci aux donateurs. C'est un ouf de soulagement parce qu'aujourd'hui, chaque élève est chez lui. Il quitte sa maison et il est à proximité, il est à l'école. C'est une joie. Le bâtiment est construit par la Lonato, une société engagée dans le social. L'infrastructure est dotée d'une direction, d'une latrine de 4 cabines et d'un dispositif de lavage de mains. Un engagement pour accompagner les efforts du gouvernement et offrir un cadre d'études idéal et propice aux apprenants. Le bénéfice à la nation tout entière, c'est les œuvres sociales que la Loterie nationale togolaise accompagne le gouvernement en mettant en place dans toutes les communautés. Et surtout pour faciliter les conditions de vie des populations à la base, pour leur permettre de s'instruire plus facilement à travers les écoles que nous mettons en place. Et également de se soigner, parce que nous sommes également dans la santé où
nous accompagnons le ministère de la Santé en mettant en place des infrastructures de santé. Dans chaque salle de classe, des mobiliers scolaires confectionnés par les cadres du milieu pour soutenir et améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. L'ouvrage a été donc, à travers cette réception technique, officiellement remis à la population qui a promis renforcer ses actions pour en faire bon usage et permettre aux générations futures d'en bénéficier. Certains accidents sur nos routes tirent leurs origines du stationnement anarchique. Le phénomène est palpable à Lomé. Marie-Chantal Gobo a fait le tour dans la capitale pour le constat. Que dit concrètement le code de la route à propos? Suivez ce dossier présenté par Yata Aratem. Carrefour, le plus grand centre commercial qui montre avoir un peu de tout. Ici, tout le monde fait toutes sortes d'affaires. L'affluence est quotidienne. Piétons, motos et voitures s'affrisent l'encombrement et chacun gère comme il peut en faisant fi parfois des panneaux de signalisation. Ceux-ci-là, ils ont garé en barrant. Celui-ci a garé là-bas, celui-ci a garé ici. C'est eux qui font du désordre. Il y a les voitures qui serrent trop sur le goudron, il n'y a pas de place, parfois ça crée des accidents, tout ça et autres. Même pour pouvoir garer les motos ici, les aides-man souffrent trop. Les clients arrivent même pour pouvoir prendre des taxis, c'est de la souffrance. Dès qu'on n'a pas le monopole du stationnement gênant, nous voici ici au marché d'Agoya-Sieye, la moitié de la route presque avalée par des motos et voitures garées à l'emporte-pièce. La voie est presque inexistante. On va faire comment? Lorsque nous venons acheter au marché, là où garer est un problème. Il n'y a pas la place. Nous sommes obligés d'installer nos articles au bord de la voie. Les véhicules mal garés nous cachent. On ne vend pas. C'est comme si on venait au marché inutilement. Même situation d'encombrement à Adaulato ou à Titodi, où les stationnements obstruent la voie et sont cause parfois d'embouteillage, voire des cas d'accident. Lorsqu'il faut stationner, donc par rapport au mouvement de la route, on stationne, si c'est sur la chaussée comme ça, dans le sens où le mouvement se fait. Le code de la route prévoit toujours, lorsque vous avez un endroit public, on prévoit les endroits pour les stationnements des véhicules. C'est-à-dire les véhicules que vous prenez lorsque vous voulez faire des courses dans les marchés, dans les coins où vous voulez prendre un peu de l'air par exemple, vous devez les placer ces véhicules-là dans les emplacements réservés pour ces véhicules-là. Pour un temps, que la mairie puisse avoir une police qui est chargée d'assumer de l'ordre. Ça peut ne pas être une police nationale, mais une police de la mairie, comme les vigiles. Donc ils sont là pour permettre aux gens de mieux serrer les endroits ou bien ils créent des stationnements improvisés. Savoir et respecter le code de la route peut nous éviter beaucoup de pertes en vies humaines sur nos routes. Nos comportements sur la route et même en stationnement peuvent être aussi un atout. L'actualité hors du Togo, l'Europe se prépare à affronter une probable 4e vague du Covid-19 et dans plusieurs pays, des dispositions sont prises pour mettre à l'abri les populations. Et suivez ce reportage de nos confrères de TV5 Monde. Comme un air de déjà-vu dans les rues de Barcelone. La nuit vient à peine de tomber, mais déjà les bars et restaurants ferment boutique. Sur les plages, les policiers catalans somment les quelques fêtards encore présents de rentrer chez eux. Le couvre-feu est de retour. La situation est molt delicada. La situation est très délicate, elle est extrêmement fragile. Nous adoptons une mesure exceptionnelle qui restreint la liberté de mobilité des citoyens dans 158 municipalités qui rassemblent la majorité de la population de Catalogne. Si la Catalogne est la région la plus touchée par l'augmentation des contaminations, aucune n'est épargnée. À l'échelle de l'Europe aussi, la 4e vague due au variant Delta se profile. En une semaine, le nombre de cas a doublé en France et en Belgique, x3 au Portugal et en Grèce, x7 aux Pays-Bas. Quant au Royaume-Uni, avec 50 000 nouveaux cas hier, l'épidémie est revenue à son niveau de janvier dernier, avec une différence de taille. Grâce à la vaccination, les hospitalisations et les décès augmentent eux plus lentement. Mais attention, pour de nombreux scientifiques, ce n'est pas une raison suffisante pour lever les restrictions sanitaires. D'après tous les travaux de modélisation, il est probable que nous atteignions plus de 100 000 cas par jour au début du mois d'août. Cela pourrait entraîner plus de 2000 hospitalisations par jour et peut-être 200 décès par jour.
Et l'OMS fait aussi part de son inquiétude. La Commission met en garde contre la forte probabilité d'émergence et de propagation mondiale de nouvelles variantes préoccupantes, peut-être plus dangereuses, qui pourraient être encore plus difficiles à maîtriser. Selon plusieurs résultats d'études effectués dans différents pays européens, les personnes vaccinées ne représenteraient qu'une infime partie des nouvelles contaminations, environ 6%, et certains scientifiques parlent maintenant de la 4e vague comme une épidémie des non-vaccinés. Et au Togo, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 14 649, 47 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 838, 21 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 673. Le nombre de décès est de 138. Un nouveau décès depuis hier, malheureusement. Un communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Mijiyawa. La France vient de reconnaître le vaccin Covishield dans son pass sanitaire. Un soulagement car ce sérum qui est la copie du vaccin d'AstraZeneca produit en Inde est utilisé dans de très nombreux pays. Les voyages dans l'Hexagone sont donc facilités pour beaucoup d'Africains et d'Indiens vaccinés. Et surtout que les règles de quarantaine sont allégées pour les personnes vaccinées. La situation reste toujours inquiétante en Allemagne suite aux inondations ces derniers jours. La chancelière Angela Merkel s'est rendue sur le terrain au cœur des paysages dévastés. Et Merkel prend la mesure de la catastrophe. La voici aujourd'hui à Schuld, la ville qu'on surnomme... Au Togo, en moins de 48 heures, les musulmans vont célébrer la Tabaski. Et cette fête du mouton est la plus grande célébration pour les fidèles d'Allah. Déjà, les transactions entre vendeurs et acheteurs vont bon train dans les différents marchés. Chose vue avec Immaculée Abalo Bawe et Marie-Ange Bida. La foire au bétail à Sifflonu-Kondi, dans le canton d'Aditi-Kopé, à 20 km environ de la ville de Lomé. C'est un marché temporaire d'un mois. Il s'anime tous les jours. Il est monté spécialement pour l'approvisionnement des fidèles musulmans en produits carnés à l'occasion de la fête de la Tabaski. C'est une organisation de tous les vendeurs de bétail du Togo qui organise une foire de vente de béliers, que tous les pays doivent amener leurs béliers ici pour vendre maintenant aux populations. Nous allons finir la veille de Tabaski. On y trouve du bétail de tout genre, bœufs, moutons, chèvres. Commerçants nationaux et internationaux se côtoient dans une atmosphère empreinte de convivialité. Nous sommes ici juste pour l'opération Tabaski. L'endroit nous a vraiment plu. Nos clients même sont vraiment satisfaits. Et les moutons aussi, nous les avons amenés, vous-même vous avez vu. Beaucoup de moutons, très jolis. Il y a de l'espace, il y a le pâturage, il y a l'eau. Et surtout à côté du national, vous avez vu, tout le monde qu'on l'indique, il peut vite arriver et s'acquérir de son mouton de Tabaski. Nous vendons de 5 à 10 par jour depuis que nous sommes arrivés. J'ai dû faire un crochet avec quelques 2 ou 3 vendeurs. À la fin, j'ai trouvé un mouton, un gros mouton à 120 000. Le prix était pour moi très abordable. Par rapport aux années précédentes, c'est quand même abordable. Donc, je vais rentrer avec ce mouton. Je pense célébrer le Eid dans de bonnes conditions. À 8 km de là, sous l'échangeur d'Agoué, un autre marché ordinaire à bétail. Ici aussi, le trafic bat son plein. On fait affaire. Oui, monsieur, c'est combien le mouton là? Les moutons là, c'est à 230 000. 230 000. Oui, c'est cher, hein? 180 000. 180 000. Oui, c'est bon. D'accord. Comme cet acheteur, beaucoup arrivent à s'entendre sur le minimum avec les commerçants. Ces derniers tiennent compte de la vie chère et concèdent pour que la fête soit au rendez-vous des deux côtés. Ce communiqué pour poursuivre cette édition, le gouvernement porte à la connaissance des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs, des secteurs publics, parapublics et privés, ainsi que toute la population, qu'en raison de la commémoration de la Tabaski, le mardi 20 juillet 2021, cette journée sera fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Et un autre communiqué que j'avais lu en début d'édition, la fête de la Tabaski ou l'Aïd
el-Kébir aura lieu le mardi 20 juillet 2021 au Togo, compte tenu de la recrudescence des cas dans le monde et au Togo, dû notamment au nouveau variant. Le gouvernement informe la communauté musulmane que la prière de l'Aïd el-Kébir se déroulera sur toute l'étendue du territoire national aux lieux habituels et doivent regrouper un nombre réduit de fidèles en respectant les mesures barrières, lavage des mains, port systématique de masques, tapis individuels et distanciation physique de 1 mètre au moins. Et cette prière de l'Aïd el-Kébir se déroulera de 9h à 9h30 minutes en fin de prière, dispersion immédiate sans faire des accolades. Les dernières mesures restrictives édictées par le gouvernement restent en vigueur. Il est rappelé aux fidèles musulmans qu'après la dite prière, les prières ordinaires se poursuivront uniquement dans les mosquées autorisées à rouvrir. Les services compétents sont chargés, en lien avec les responsables religieux, de prendre toutes les dispositions pour le respect scrupuleux des différentes mesures. Le civisme et la vigilance de tous sont requis dans la lutte contre la propagation du Covid-19, particulièrement à l'occasion de la célébration de la Tabaski dans notre pays. Le gouvernement encourage toute la population à maintenir son adhésion à la campagne de vaccination en cours. Enfin, le gouvernement compte sur le civisme et l'implication de tous dans la lutte contre la propagation du Covid-19, particulièrement à l'occasion de la célébration de la Tabaski dans notre pays. Bonne fête de l'Aïd el-Kébir, fait à Lomé le 17 juillet 2021. Le gouvernement. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.